Merci à vous quatre. Bonjour à tous les quatre. Merci d'être avec nous pour élever le débat donc, pendant cette table ronde de 40 minutes. Chacun à votre manière, vous avez la particularité en fait, d'incarner un maillon de cette chaîne globale de notre retraite, de cette épargne long terme qui a le vent en poupe. Avec la crise du Covid et le confinement, entre mars et début mai, les Français ont épargné plus que jamais. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, les ménages ont en effet mis de côté pas moins de 55 milliards d'euros pendant le confinement et d'ici la fin de l'année, ce chiffre pourrait atteindre 100 milliards d'euros. Il s'élevait déjà à 80 milliards fin juillet selon la Banque de France. Que va-t-on faire de ce trésor de pandémie ? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, en toute logique, il pourrait être réalloué au financement de notre retraite, de la retraite des Français, à condition que ces Français soient sensibilisés aux enjeux inhérents à la retraite. Et c'est vrai que c'est compliqué, la sensibilisation à la retraite. C'est vrai qu'on a tendance à laisser notre mental se projeter dans énormément de scénarios quant à notre futur, par exemple nos futures vacances. Mais c'est beaucoup plus difficile dès qu'il est question des retraites. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à évoquer ce sujet et à essayer d'en faire un sujet sexy. Peut-être que la retraite pourrait devenir un sujet sexy dans les années à venir. En tout cas, on va essayer de s'y employer avec notre table ronde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous, Audrey. Vous êtes, avec la Société Générale, un acteur historique et un des leaders sur le marché de l'épargne retraite, en entreprise notamment. Rapidement, pourquoi est-ce que ma retraite va être différente de celle de mes parents ? Expliquez-moi. Alors en fait, c'est assez simple. Globalement, on va vivre plus longtemps. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est que la retraite, finalement, ça va pas être la fin d'une vie, ça va être un vrai moment de vie. Ça va même être une deuxième vie. Donc on va plus profiter des loisirs, parce qu'on sera aussi en meilleure santé. Donc il y a un vrai changement par rapport à cette étape. C'est là où on va profiter, on va avoir des loisirs, on va peut-être prendre des engagements qu'on n'avait pas aussi le temps de prendre quand on était actif. On va profiter pour voir ses amis, sa famille. Donc c'est une nouvelle vie. Et ça, nos parents, ils n'avaient pas forcément cette conception-là de la retraite. La deuxième conséquence du vieillissement de la population, vous l'avez un peu dit dans votre introduction, c'est par contre le financement de la retraite. Et là, la difficulté qu'on a, c'est que le nombre d'actifs, les actifs sont de moins en moins nombreux pour financer les retraites. Donc aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité. 2040, on sera à 1,5 actifs. Ces chiffres-là, on les entend souvent, mais on ne voit pas forcément ce que ça veut dire. Une pension de retraite moyenne, aujourd'hui, c'est 1 500 € par retraité. Donc ça veut dire que chaque actif doit financer 50%. Donc voilà, là, on commence à toucher du doigt ce que ça veut dire, le 1,7 actif par retraité. Donc ce système, effectivement, le système de financement est un peu à bout de souffle, comme vous l'avez dit, ce qui veut dire qu'il va falloir commencer à se préparer par soi-même, d'où le sujet de l'épargne long terme. Et donc, il y a une prise de conscience progressive qu'il va falloir épargner dans cette perspective de la retraite et de cette deuxième vie. Donc oui, on aura plus de temps, on sera en meilleure santé, on pourra profiter, mais il faut qu'on commence à préparer ce moment-là si on veut vraiment en profiter comme on l'espère. Enfin, moi-même, je pense que je suis un super bon prospect en fait, pour cette table ronde, puisque je commence à prendre soin de ma retraite, mais j'approche de la quarantaine, donc c'est pour ça que j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était utile et que oui, j'allais vieillir et qu'il fallait que j'ai un backup. Mais j'entendais effectivement tout ce débat, j'entendais ces chiffres. Moi-même, je suis journaliste économique, mais en fait, je m'y intéressais pas plus que ça jusqu'à ce que je commence à comprendre. Mais oui, en fait, je suis vraiment en train de vieillir et c'est un sujet dont il faut que je m'occupe. Et c'est même un sujet dont j'aurais déjà dû m'occuper à partir du moment où j'étais rentrée sur le marché du travail. Mais on a en France cette espèce de conception qui veut qu'on se dise « Ah oui, non, mais moi, je toucherai jamais la retraite. » Mais en fait, secrètement, on a l'espoir qu'on va toucher cette retraite. Et c'est en fait la différence probablement avec nos voisins américains, ou enfin pas nos voisins
outre-Atlantique, et puis nos voisins allemands, qui, eux, n'ont pas du tout été biberonnés à cette notion de retraite comme nous pouvons l'être, nous, les Français, qui espérons secrètement qu'en fait, l'État nous viendrait quand même en aide, alors qu'en fait, ça ne sera probablement pas le cas. Vous, Benjamin, vous avez publié une tribune il y a quelques jours, comparée donc à nos voisins outre-Atlantique et puis à nos voisins allemands. Pourquoi est-ce que, par exemple, les Français, comme moi, dont je pense être très représentatif, on est si fâchés avec la finance ? Oui. Ça marche, ne t'inquiète pas. Entendu, ça marche mieux maintenant. Effectivement, les Français sont fâchés avec la finance, comme vous le disiez. Il y a quelques chiffres qui d'ailleurs le permettent, avant d'expliquer vraiment le pourquoi. Mais il y a des études qui ont été faites, notamment une étude l'année dernière par la Banque de France, qui montre que 77% des Français estiment avoir des connaissances financières très faibles. Et donc, c'est une des premières raisons qui fait que les Français ne se tournent pas naturellement vers l'épargne et n'ont pas non plus les fondements pour épargner sur du long terme. On parlait d'épargne longue. En France, les produits d'épargne historiques, c'est en premier effectivement un livret A. Derrière, on va aller ouvrir des assurances vie et placer sur du fonds euro. Mais on n'a pas cette logique d'épargner en tant qu'investisseur effectivement pour aller sur de l'épargne plus longue. Et ce sujet de connaissances financières, vous parliez également de voisins européens, je donnais des chiffres d'une autre enquête de l'OCDE montre que sur un échantillon de Français d'une population d'âge de 15 ans qui ont été interrogés sur leur notion de connaissances financières, les Français arrivent derniers de ce classement par rapport à 13 autres pays européens. Donc effectivement, en Allemagne, on a davantage de notions en matière de finances et d'épargne, mais en Italie aussi, en Espagne aussi, c'est-à-dire que même dans des pays qui sont peut-être plus latins et moins anglo-saxons, c'est davantage ancré dans l'esprit dès le plus jeune âge, parce que ces pays-là ont mis en place des mécanismes d'éducation financière qui arrivent beaucoup plus tôt, et en France, on n'a pas encore mis en place ce type de sujet. C'est un sujet un peu lié à des raisons historiques du modèle social, où, comme vous disiez, on pense que l'État va prendre soin de nous parce qu'il a pris soin de nos aînés, et ça va continuer d'être le cas. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus forcément la même situation que celle qu'on a vécue avant. Audrey le disait, le nombre d'actifs par retraité est beaucoup plus faible, et donc il va falloir être davantage proactif pour prendre soin de sa future retraite, notamment. Alors justement, Valérie, est-ce qu'on peut allumer mon micro, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Valérie, justement, vous, Sapiendo, vous êtes fait une sorte de mission, en tout cas, d'aider les Français à y voir plus clair, hein, parce que, comme tu le disais, Benjamin, il y a vraiment cette notion de pédagogie, voilà, de rééducation, voire d'éducation tout court. Par exemple, qu'est-ce que les Français ne comprennent pas, et qu'est-ce qu'il est nécessaire en fait de rendre plus transparent et plus intelligible pour des Français qui, comme moi, ne comprennent pas grand-chose en fait à comment gérer leur retraite. Donc la France a une grande caractéristique, c'est l'importance du système de la retraite par répartition, qui est unique au monde. Elle est unique par son importance et par sa complexité. On est vraiment champion du monde de la complexité. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on a 3 couches de difficultés. Donc la première couche, on en a parlé beaucoup, c'est qu'on a 42 systèmes de calcul différents de retraite. Et quand je dis 42, ça touche tout le monde, puisqu'on en a tous au moins 2, et la moyenne tend vers 4. Et parmi ces 2, on a tous le plus compliqué, qui est celui du régime général. Donc on a déjà des formules de calcul complexes. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoute une complexité dans l'organisation de ce système. C'est un magma administratif très compliqué, et on a la difficulté que le régime de retraite ne correspond pas aux caisses de retraite qui gèrent ce régime. Donc, par exemple, pour l'Agirc-Arrco, on a l'Agirc-Arrco, mais il va être géré par des caisses de retraite comme Malakoff Médéric, AG2R, etc. Et chaque salarié, s'il change d'employeur, va changer de caisse de retraite, quand même il y aura quand même le même régime. À l'inverse, pour les non-salariés, il y a une même caisse de retraite qui va devoir gérer plusieurs régimes qui n'ont rien à voir entre eux.
Donc il y a une confusion dans la gestion et l'organisation. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent des changements très fréquents. Et ces changements fréquents sont différents évidemment selon les systèmes de calcul et surtout selon les dates de naissance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, un instant T, par exemple en 2020, vous avez plusieurs règles qui s'appliquent au sein d'un même régime parce que vous êtes né après 57, avant 57, etc. Donc c'est normal dans tout ce magma que quand on n'est pas spécialiste, on ait une impression de confusion. C'est tout à fait logique et ça s'explique. D'où la volonté d'ailleurs de rationaliser tout ça et de l'harmoniser. Et donc de cette grande complexité découle une mauvaise diffusion de l'information. De l'information, selon les sujets, soit il y en a trop, et elle n'est pas toujours juste, soit il y en a trop peu. Et donc c'est tout à fait différent. On a fait un sondage l'an dernier avec Ipsos, une grande institution financière, concernant l'Agirc Arrco, donc qui concerne donc tous les salariés. Il y a eu une grande réforme en 2019 qui était annoncée depuis 2015, qui touche tout le monde, c'est la fusion de l'Agirc Arrco, et entre autres l'instauration d'un malus, c'est-à-dire une décote de 10% qui touche toutes les personnes qui prennent, là je suis un peu technique, mais vous verrez pourquoi, qui prennent leur retraite avec tout leur trimestre, ils ont quand même une décote temporaire de 10%. Donc en 2019, donc 4 ans après l'annonce de cette réforme, donc 50% de salariés n'étaient pas au courant de la réforme, et sur ceux qui étaient au courant, 76% n'avaient pas compris la conséquence directe pour eux, c'est-à-dire qu'ils allaient avoir une décote de 10% pendant 3 ans de leur retraite complémentaire. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on manque d'informations. Donc il y en a trop, et du coup, il y a une confusion. Mais alors, c'est une question intermédiaire que je n'avais pas posée dans mon déroulé, mais quel est, en fait, pourquoi ce système est aussi complexe et est-ce qu'il y a un intérêt et qui a un intérêt à complexifier autant ce système? Alors, c'est le fruit de l'histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit on va faire quelque chose de très compliqué. C'est le fruit de l'histoire. Et après, il aurait fallu. Donc, il y a plusieurs régimes, ça c'est l'histoire. Après, il aurait fallu, parfois il faut prendre des décisions difficiles, comme par exemple retarder l'âge de la retraite. Comme on ne veut pas le faire, on trouve des rustines. Mais les rustines sont toujours très compliquées. Et à force de rustines, chaque fois qu'on complexifie. Typiquement, l'Agirc Arrco, c'était pour décaler l'âge de départ. On n'a pas dit on décale l'âge de départ. On a dit si vous partez avec tous vos trimestres, sans attendre un an de plus, vous aurez une décote temporaire. Vous voyez, c'est des petites rustines, mais chaque régime a ses rustines. Avec ses propres règles de transition. Enfin, moi, en tant que futur retraité, j'ai l'impression que c'est comme des petits Kinder Surprise en fait, que je vais ouvrir et dedans, je vais découvrir une petite surprise qui sera « Ah, ben non, il y aura 10% en moins sur ta retraite parce que tu es né en 1981. » Alors, Sébastien Iomoni, nouvel acteur, peut-être un peu de modernité, peut-être allez-vous dérustiner un peu ce système. En tout cas, on y croit. Donc vous êtes spécialisé dans la gestion de l'épargne en ligne, qui a le vent en poupe pour les investissements long terme, comme le démontre l'appétence pour vos produits assurance vie, PEA. Vous avez récemment réalisé un 3e tour de table, bravo, félicitations, 8 millions d'euros, notamment pour développer une offre autour du PER. Donc vous qui êtes un nouvel entrant sur ce marché, comment allez-vous faire pour m'aider? Alors c'est une très bonne question. Merci. Le sujet pour ça, il est assez évident, c'est qu'en fait, on a un sujet de tiers de confiance sur ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir les Français de la grotte de leur banquier. C'est pas méchant, c'est le mythe de la caverne, mais version retraite. Voilà, quoi. Exactement. Et donc, à un moment, la personne naturelle vers laquelle se retournent les Français, c'est leur banquier. Et en termes de conseils financiers, et encore plus en termes de conseils retraite, ça reste assez faible. On reste quand même sur une logique de pousser des produits plus que de conseiller. Donc, la première chose à faire pour vous aider, c'est déjà de vous dire, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent vous accompagner sur la retraite ou sur votre épargne lanterne. Vous êtes en train d'essayer de me recruter. Et vous voyez où je veux en venir. Et il peut y avoir des offres en ligne. Après, pour vous attirer un peu plus et pour vous faire comprendre qu'il y a des moyens de faire différemment, il faut effectivement donner beaucoup d'informations et permettre la comparaison. Ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire se dire, mais c'est quoi, quelles sont mes possibilités avant de rentrer dans le détail des lois qui sont effectivement très complexes, c'est dire quelle est la réalité de la situation et qu'est-ce que je peux faire comme option ou qu'est-ce que je dois choisir comme option. Et en fait, on en a une qui est fondamentale et qui est bien plus importante encore que
que les choix de bien comprendre les mécanismes détaillés. C'est déjà une notion de prise de risque. On parlait d'éducation. En fait, le problème principal de l'épargne long terme, c'est la capacité à prendre des risques et à accompagner les Français dans leur prise de risque. Aujourd'hui, le Français, il fait du livret A. Vous avez cité des chiffres, on peut en citer d'autres. Il y a 5 000 milliards d'épargne globalement en France. Il y en a à peu près 2 000 milliards dans l'assurance vie. Dans l'assurance vie, il doit y en avoir 400 milliards en unité de compte risquée. Donc vous voyez déjà ce qui reste stocké, qui ne rapporte rien, voire qui coûte de l'argent. Et en fait, la vraie problématique de l'éducation financière, elle est d'abord là. Elle est dans comment j'arrive à accompagner, c'est une des missions d'Iomoni, comment j'arrive à accompagner l'épargnant pour qu'il prenne un peu plus de risques et qu'il prenne conscience que dans une épargne de long terme, il faut prendre des risques pour avoir des rendements. Et ça, c'est l'élément clé. Et puis après, on va détailler les cas particuliers, on va faire des parcours qui font en sorte que on arrive à insérer du conseil, ce qui est aujourd'hui la grande partie manquante des grands réseaux. On insère du conseil sur ces sujets-là. Et enfin, le troisième point, effectivement, une fois qu'on les a sortis de la grotte, qu'on leur a fait des conseils, on va effectivement leur proposer des solutions. Et ces solutions, vous l'avez cité, on a lancé là le plan d'épargne retraite, Iomoni Retraite, avec une vocation qui est assez simple, qui est de regarder un peu ce qui se fait à l'étranger. Benjamin en a parlé en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre. On a des gens qui sont déjà très aguerris, mais qui ont aussi des bons produits financiers pour investir dans la retraite. Et quels sont aussi l'un des fondamentaux d'un bon produit d'épargne retraite, c'est que les frais ne soient pas trop chargés. Parce que pourquoi les Français ne prennent pas trop de risques depuis très longtemps? C'est qu'en fait, à un moment, le banquier leur dit, vous prenez des risques et puis on partage le gain. Grosso modo, on a des produits qui sont, entre guillemets, margés entre 2 à 3,5%. On sait que les marchés financiers font 7% en moyenne. Donc, globalement, à la fin, le Français, au bout du compte, quand il a fait ses 20 ans d'épargne, un peu tendu parce qu'il a tout mis sur les marchés financiers, on lui dit, bravo, tu as gagné 4%, 3-4% par an. Forcément, ce n'est pas très motivant et on revient avec des générations perdues. On se dit, on ne va pas faire la bourse, on va aller faire de l'immobilier, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Là, ce qu'il faut faire, c'est de proposer des produits comme il existe dans d'autres pays, c'est ce qu'on essaye de faire avec Iomoni, avec des produits qui répartissent la valeur et qui baissent les frais qu'on prélève sur le client pour lui permettre d'avoir plus de performance. Et à partir du moment où on rentre dans ce cercle vertueux qui est, tiens, je prends du risque et donc je gagne un peu plus d'argent, la logique est enclenchée et là, on va réussir à bâtir des retraites qui sont intéressantes. Et bien sûr, après, il y a la partie experte où là, on peut rentrer dans des conseils qui sont encore plus fins et qui permettent de profiter de l'ensemble du magma de réglementation qui existe. Dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'interpellent. La première chose, c'est que tu dis, OK, donc il faut qu'on sorte de notre grotte. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut qu'on sorte de notre grotte, qu'on prenne des risques. Mais là, carrément, tu nous sors de la grotte et tu nous demandes tout de suite de sauter à l'élastique avec 50 mètres en dessous dans le vide, en prenant des risques. Et deuxième chose aussi intéressante que tu dis, qui m'interpelle, c'est la notion de tiers de confiance. Donc ça, je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'on a quand même souvent l'impression, on est quand même en famille, hein, donc on peut se parler franchement, surtout que je prends ma situation personnelle pour illustrer en fait cette table ronde. On a quand même toujours un peu l'impression de se faire arnaquer. On a l'impression qu'en fait, on va cotiser, mais qu'effectivement, on n'aura rien au bout du compte. Et donc là, en fait, je me tourne vers notre acteur historique, pardon Audrey, qui justement, vous êtes un tiers de confiance sur ces sujets-là depuis très longtemps. Comment est-ce que vous allez, ou comment est-ce que vous le faites déjà? Comment est-ce que vous réinventez en fait votre relation à vos clients et à la nouvelle génération sur ces sujets d'épargne long terme? Alors, s'agissant de la retraite collective, c'est un petit peu spécifique par rapport à ce que tu pouvais décrire, parce que quand on va acheter une assurance vie ou un périn, c'est une action, donc l'épargnant est actif. Quand on parle de retraite collective, c'est l'entreprise qui va souscrire un contrat pour le bénéfice de ses salariés. Donc le salarié, il est passif. Et au bonheur, on lui dit, tiens, tu as un père entreprise, l'entreprise cotise pour toi et tu pourras en bénéficier à ta retraite. Donc, la difficulté qu'on peut avoir, c'est pas tant de la défiance c'est qu'on a ce dispositif qui est en place pour le bénéfice du salarié et il n'a pas toujours la connaissance, l'envie de l'activer et de l'utiliser à plein. Donc nous, notre enjeu sur les sujets de retraite collective, ça va être vraiment de la sensibilisation et d'amener le salarié à en fait, utiliser ce dispositif, soit via des versements plus réguliers, etc. Il y a un sujet forcément de pédagogie. Et c'est pas le saut dans le vide de l'investissement et tout de suite. C'est plutôt en fait, avec les versements réguliers, de fait,
C'est un moyen de lisser la performance dans le temps. Et donc, c'est ça ce type de tips qu'on va donner aux salariés, plutôt que de les laisser tout seuls dans le désert avec « tenez, vous avez votre père, faites ce que vous voulez ». Donc, c'est cet accompagnement-là qu'on va donner, donc de la pédagogie. Et la deuxième chose, c'est sur l'aspect plus digital. Donc nous, on a profité par exemple de la loi Pacte pour revoir complètement le portail qu'on proposait aux salariés. On a énormément testé ce portail avant de le mettre à disposition de nos clients, avec des vrais tests clients où on a gommé tout le jargon. Dès que quelque chose ne passait pas au niveau des tests, on l'enlevait. Donc pour donner vraiment une expérience utilisateur voilà, très très simple sur un produit financier, et en enlevant la complexité pour que voilà, il l'active progressivement. Et je reviens aussi sur la notion de progressif, parce qu'en fait, il y a tout un enjeu, la première fois, de l'amener à se connecter sur ce portail, de lui montrer, par exemple, avec un premier simulateur, à quoi il aura droit à sa retraite dans X années. Donc ça, c'est un simulateur très très simple, et on se dit, mince, je vais perdre tant de revenus à la retraite. Et au fur et à mesure, on va lui proposer des choses un petit peu plus personnalisées, avec des simulateurs plus ou moins complexes, mais ça va se faire dans le temps, et plus il va approcher de la retraite. Et donc ce côté progressif, ça rejoint la pédagogie, mais c'est aussi, je t'emmène avec moi au fur et à mesure, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Et donc, on va y aller ensemble, progressivement, avec de la gamification et ce genre de choses. Mais en fait, je remarque quand même quelque chose dans la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que en fait, il y a donc l'État qui était là un peu pour nous biberonner et puis qui nous disait, bon, t'inquiète pas, t'auras ta retraite. Bon, finalement, ça, c'est plus possible. Ensuite, après, on nous dit, oui, alors il faut faire preuve de pédagogie, il faut bien vous expliquer les choses. Donc là, on est encore un peu dans un truc où on te prend par la main gentiment et puis on te dit, ne t'inquiète pas, on est là, fais-nous confiance. Mais en fait, je crois qu'il y a aussi un vrai sujet, et ça, c'est un peu les nouveaux entrants, comme vous, Sapiendo, comme vous, Yomoni, comme toi aussi, Benjamin, c'est qui nous dit, ouais, mais vous êtes responsable, en fait. Vous êtes responsable et vous devez aussi vous saisir de cette responsabilité. Et donc cette responsabilité, elle implique un choix. Et ce choix, il implique d'être en conscience, donc effectivement d'avoir accès à l'information, mais finalement, à partir du moment où vous êtes sur un marché et où vous proposez une offre, vous devez proposer une information aussi transparente. Je pense que c'est la base. Et puis ensuite, il y a cette idée de se saisir en fait de ce sujet. Et donc il y a cette idée en fait que on doit être responsable de notre retraite. Donc comment est-ce que chacun de vous, des nouveaux acteurs, comment est-ce que vous responsabilisez finalement la future retraitée que je suis et que je vais devenir? Valérie? Nous, chez Sapiendo, on tient beaucoup à ce que les Français considèrent qu'ils sont réellement acteurs de leur retraite. Donc, il faut... Comment vous les rendez acteurs de leur retraite chez vous? Déjà, il faut leur montrer l'étendue de leurs droits. Et vous seriez surprise, vous vous dites, j'ai été biberonnée, j'aurai rien. Pas du tout. Vous aurez certainement beaucoup. Je sens que je vais agir Sapiendo, moi. Mais oui, on est souvent porteur de bonnes nouvelles, parce que les jeunes sont souvent pessimistes, trop pessimistes, au-delà de la réalité. C'est sûr que vous n'aurez pas le même niveau de vie, mais vous n'aurez certainement pas rien. Il faut savoir qu'en France, parmi les revenus à la retraite d'État, aujourd'hui, c'est 78% en moyenne des revenus des Français à la retraite. Donc c'est énorme. C'est pas 100%, mais 78%, c'est beaucoup. Et ça se retrouve dans le capital, on va dire, retraite d'État. C'est-à-dire, si vous actualisez tous les flux pour savoir à quoi correspond cette retraite d'État, c'est-à-dire combien il vous faudrait épargner pour avoir la même chose, eh bien, c'est en moyenne en France près de 450 000 € par Français. C'est la plus grosse épargne des Français. C'est la retraite par répartition, qui est 56% plus élevée que le patrimoine privé. Donc ça, c'est un énorme actif à valoir. Et vous le payez d'ailleurs, ce n'est pas un cadeau. Hein. Je pense que vous ne savez pas combien vous payez de cotisation en retraite, mais moi je vais vous le donner. Si vous pensez tous dans votre retraite, ce qui arrive sur votre compte en banque, chaque mois, je suppose que vous êtes salarié, avant impôt, eh bien, le montant des cotisations retraite qui sont payées à ce titre, donc par patronat et salariés, vous serez surpris, je ne vais pas faire un quiz dans la salle, c'est 37%. Donc pour quelqu'un en base 1000 qui a chaque mois 1 000 € sur son compte en banque, il paie
de 337 euros, enfin 370 euros, pardon, tous les mois sont payés aux caisses de retraite. C'est énorme. La plus grosse épargne des Français, c'est la retraite d'État. Donc il faut en avoir conscience et surtout ne pas se dire qu'on est pieds et poings liés sans marge de manœuvre. Il y a des dispositifs qu'il faut connaître, il y a des options qu'il faut connaître. Donc il faut se renseigner pour faire fructifier, pour maximiser ce capital quelque part qui est à vous et que vous payez par des cotisations. Et donc ça, il faut en avoir besoin. Donc il faut en avoir conscience. Il faut maximiser ce capital, c'est 78%, et évidemment après se renseigner pour arriver à 100% grâce à l'épargne privée. Mais il ne faut pas se dire j'y peux rien, c'est comme ça. Pas du tout. Et donc chez Sapiendo, on fait des bilans et surtout on montre toutes les pistes d'optimisation qui permettent aux personnes d'optimiser ce capital retraite. Et il y a plein de choses à savoir tout au long de sa vie. C'est ça aussi que les personnes ignorent. Dans la vie personnelle, il y a plein de choses à faire ou à ne pas faire pour optimiser ce capital, qui vont jusqu'à se marier ou pas. Se marier ou pas, ça a un impact sur la retraite. Je ne dis pas qu'il faut prendre la décision que pour sa retraite, mais il faut aussi penser à l'aspect retraite. Je prends un congé parental ou pas, je partage mes trimestres enfants ou pas. Tout ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, en plus ou en moins, selon qu'on prend la bonne ou la mauvaise décision. Benjamin, chez Epsor, comment est-ce qu'on aide à l'optimisation ou voilà, qu'est-ce qui pourrait me donner envie de davantage m'intéresser à cette retraite et après voilà, la prise de conscience de mes droits, c'est quoi la next step et comment est-ce que toi tu m'accompagnes chez Epsor? Valérie le disait, sur la retraite, effectivement, on en aura une, et l'idée, c'est effectivement de se dire, j'aurai pas 100% de mes revenus à la retraite, et il faut que je complète ça. Et nous, effectivement, chez Epsor, on va prendre par la main les collaborateurs. Nous, en fait, on rentre dans les entreprises. Audrey le disait tout à l'heure, il y a la retraite collective. La retraite collective, c'est quoi? C'est la partie qui est mise en place par l'entreprise, où les entreprises vont cotiser en partie pour leurs salariés, mais les salariés vont cotiser aussi. C'est-à-dire que sur la fiche de paye, de certains salariés, il y a aussi une part pour laquelle il y a des cotisations, et ce sont des cotisations de l'entreprise. Et donc, en fait, on va, nous, sur cette partie-là, essayer de le valoriser et de faire prendre conscience aux collaborateurs qu'ils doivent justement être actifs sur ce volet-là, pas avoir un compte d'épargne retraite qui, par défaut, va être investi sur potentiellement des fonds euros, Sébastien en parlait tout à l'heure, ou sur des supports qui ne sont pas forcément des supports d'épargne longue et qui ne sont pas les plus adaptés pour lui. Et donc, du coup, on va l'orienter vers des supports d'épargne qui sont plus adapté en fonction de son âge. C'est-à-dire que quand on a un produit d'épargne retraite et qu'on a 55 ans, on ne va pas forcément investir de la même façon que quand on a un produit d'épargne retraite et qu'on en a 25. Et en vrai, quand on a 25 ans et qu'on rentre sur le marché du travail, il faut commencer à y penser. Et on va épargner pour un horizon 35 ans ou 40 ans. Et on peut effectivement prendre du risque. Quand bien même on n'a pas un très fort appétit pour le risque, en fait, ça a aucun intérêt et aucun même sens économique d'aller sur des produits non risqués quand on épargne à un horizon retraite à l'âge de 25 ans. Et donc, c'est tous ces éléments-là, un peu de pédagogie chez Epsor, qu'on met au cœur de notre discours pour les salariés, justement des entreprises qui sont clientes chez nous. Et on le fait à la fois au travers d'un robot advisor qu'on a développé et qui va les conseiller et apporter un conseil personnalisé. On le fait aussi avec des conseillers qui peuvent répondre à des questions et surtout avec une pédagogie assez régulière, c'est-à-dire qu'on fait de la communication dans les entreprises sur ces sujets-là pour sensibiliser les salariés des entreprises sur ces sujets. On considère vraiment que l'entreprise a aussi un rôle à jouer et c'est ce qu'on dit en tout cas au DRH dans les entreprises, que justement compte tenu des problématiques dont on a parlé un peu plus tôt, d'éducation financière, de prise de conscience sur ces sujets-là, l'entreprise a un vrai rôle à jouer aussi bien que l'État et que les acteurs institutionnels, mais l'entreprise a également un rôle à jouer dans cette préparation de la retraite. Alors partons du principe que maintenant je suis en conscience, d'ailleurs on l'est tous dans la salle,
Partons du principe que vous m'avez bien pris par la main et que j'ai bien compris toute la pédagogie autour de ma retraite. Maintenant, je me tourne vers Sébastien et je lui demande comment je prends des risques. En fait, déjà, allô, oui. En fait, avant, on va déjà commencer par faire connaissance. Parce que c'est bien de prendre la main. Mais on a l'avantage dans notre industrie d'avoir des contraintes réglementaires qu'on appelle le KYC, qui implique de connaître très très bien son client. Et donc, tant qu'à faire, autant utiliser ces informations pour personnaliser votre prise de risque. Et donc, savoir exactement quel est le niveau de risque que vous allez prendre. Une fois qu'on a échangé là-dessus et qu'on arrive à personnaliser le niveau de risque et qu'on vous explique en quoi il consiste réellement, et donc vraiment vous donner des éléments tangibles. On rejoint les notions de simulateur et autres outils qu'on peut utiliser. Et ben effectivement, on va vous simplifier le process, ce fameux papasserie qui existe et qu'on a réussi à tous à peu près, je pense, à être maintenant digitalisé, mais sur lequel qui fait gagner du temps et qui permet d'éviter de ne pas sauter le pas. Il faut savoir qu'il y a bien plein de personnes qui veulent y aller, mais qui devant la masse de papier à remplir, finalement abandonnent. On a quand même plein d'autres choses à faire que de remplir des papiers administratifs. La phobie administrative, voilà. Un grand mal de notre génération. Voilà, donc si on mélange l'éducation financière et la phobie administrative, ça commence à devenir compliqué. Donc ça, on doit évacuer cette partie de process. Plus le Covid. Voilà, on doit évacuer cette partie de process. Ça, on le fait. Et puis après, c'est la pédagogie par la preuve, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut retransmettre l'information, vous montrer que, effectivement, ça fonctionne, que votre épargne retraite se cumule, qu'elle fait des petits parce qu'elle est bien placée. Et puis, c'est là où je parle de cercle vertueux. Alors, ça prend du temps, hein, forcément. C'est pas en 6 mois, 1 an que vous allez pouvoir amasser votre retraite, mais au fur et à mesure. Et c'est là où c'est important d'avoir aussi des applications et des interfaces qui permettent de redistribuer l'information, parce que c'est bien de souscrire, mais à partir de ce moment-là, mais où est mon argent, qu'est-ce qu'il devient, comment vous l'utilisez, comment vous le placez. Et là aussi, il y a de la pédagogie à faire pour rassurer et pour être ce tiers de confiance qui est en fait toujours le maillon manquant et dont les acteurs, pour lequel les acteurs digitaux ont un rôle à jouer. Et puis après, on a la partie expert. Et là, on est aussi dans une logique d'accompagner à l'oral avec des bilans plus précis et d'intégrer ces expertises très spécifiques sur la retraite dans nos parcours, voire de manière personnalisée avec des rendez-vous. Non, mais c'est vrai qu'on a envie, par exemple, et je rejoins ce que tu dis, on a envie d'avoir une interface un peu sympa avec peut-être, déjà que ce soit beau, et qui peut-être nous disent, je sais pas, tous les trimestres, cool, t'as gagné ça pour ta retraite, tu vas pouvoir partir en voyage, je ne sais pas, au Costa Rica, grâce à ce que t'as gagné pendant ce trimestre. Des choses qui soient peut-être un peu plus tangibles et un peu plus sexy. Faire de la retraite quelque chose de sexy, ça, c'est un grand défi. J'aimerais qu'on parle d'ailleurs de cette éducation des nouvelles générations en matière de retraite. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? La systématisation de l'éducation financière à l'école, à l'instar de ce que font déjà les États-Unis, puisque les enfants reçoivent très très tôt aux États-Unis des cours d'éducation financière. Un engagement plus proactif des entreprises qui pourraient peut-être proposer, je ne sais pas, des modules de formation à leurs salariés sur justement ces aspects de retraite de manière gracieuse, c'est-à-dire vraiment que les entreprises soient partie prenante en fait de cette nécessité d'informer les Français sur les enjeux liés à la retraite. Je vous pose la question comme ça, il nous reste 5 minutes. À tous les 4, quelles seraient vos idées créatives ? Brainstormons tous ensemble sur qu'est-ce qui pourrait faire de la retraite quelque chose de sexy ou quelque chose d'attractif pour la nouvelle génération et pour moi aussi. Bon, je me lance. Je pense que le vrai challenge, c'est de débarrasser la retraite de son côté anxiogène. Ça fait peur. Donc avant que ce soit sexy, déjà, si ça pouvait ne plus faire peur, ce serait déjà très bien. Et pour ça, parce que je dis ouvrir son relevé retraite, c'est un peu comme ouvrir son avis d'imposition. On sait qu'il faut l'ouvrir, mais enfin le plus tard possible. Je ne les ouvre pas d'ailleurs. Voilà. Donc il faut débarrasser la retraite de cet aspect anxiogène. Après l'éducation, évidemment, il faut qu'elle soit, je dirais, un peu partout. À l'école, tant mieux. Dans l'entreprise, ça peut être aussi les banques, les assurances, des tiers de confiance comme Sapiendo. Elle peut être partout. Et surtout, il faut qu'elle ait plusieurs niveaux. Il faut que ça aille de la sensibilisation simple à la formation experte en passant par de l'information. Et pour ça, le digital est parfait.
Parce qu'on peut adapter les parcours utilisateurs en fonction de l'utilisateur. Maintenant, on sait faire. Et quand un utilisateur est sensibilisé, le faire aller vers des algorithmes un peu plus compliqués, etc. Donc le digital, pour moi, me semble un axe excellent. Et surtout, il correspond aux habitudes désormais des jeunes générations. Donc ils vont pouvoir s'informer sur leur retraite dans le métro, etc., sur leur mobile, avec des parcours adaptés. Ah ouais, alors le métro plus s'informer sur sa retraite, là je pense qu'on est masqué à cause du Covid. Là on est dans un combo de dingue. Audrey, une suggestion? Juste pour compléter sur le digital, moi je partage. Et l'intérêt aussi du digital, c'est que ça permet de personnaliser. Parce qu'on l'a vu, il y a énormément d'informations. Moi, je ne veux pas avoir toute l'information sur les X régimes de retraite. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui me concerne, moi, par rapport à ma situation, ça oui. Et ça, c'est possible en digital, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça permet vraiment de rendre des choses simples et de garder la complexité à l'arrière. Ça, c'est notre machinerie. Et voilà, d'afficher la simplicité. Puis je pense qu'il faut former et puis il faut aussi passer à l'action. Ça veut dire qu'il y a même des gens que les régimes de retraite n'intéresseront jamais. Et il ne faut pas essayer de se battre non plus pour les surformer. Par contre, il faut les aider à passer à l'action. C'est-à-dire que, et là, les interfaces digitales vont revenir, mais comment on fait en sorte que je te donne les bons conseils et je te donne les moyens très simples, avec 3 clics, de passer à l'action et de passer à autre chose, parce que tu as plein d'autres choses dans la vie qui doivent être passionnantes que la préparation de ta retraite. Mais par contre, si je te donne que l'information, je te mets à un niveau qui n'est pas encore l'action. Et donc, souvent, on a une grande déperdition. Donc, l'interface digitale, elle doit informer et puis aider au passage à l'action pour faire en sorte qu'en 2 clics, ça soit fait. Et puis après, il y a ce que je rappelle, le fait de proposer derrière des produits qui feront leurs preuves. Et une fois que j'aurai compris que je peux gagner pas mal d'argent si je place bien mon épargne intelligemment, ben voilà, je vais être plutôt motivé pour le faire. C'est quand même le moteur principal. Avant de laisser un dernier mot à Benjamin, il y a quand même aussi un truc qui est très clair sur la retraite, c'est qu'on est dans une société aussi qui valorise quand même le jeunisme. Je suis moi-même une femme, donc je suis victime de ça. Après 40 ans, on est quand même considéré comme un peu périmé. Et donc, très clairement, en fait, il y a un côté aussi anxiogène à se dire « je vais vieillir, j'arrive sur la fin ». Je vais être un peu laissée de côté. D'ailleurs, Maurice Lévy en parlait très bien en parlant de bavoir et de fauteuil roulant tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va être un peu mis sur le carreau. Et donc, c'est quelque chose auquel on n'a pas du tout envie de penser quand on est encore potable. Donc, Benjamin, le mot de la fin. C'est difficile, là. Good luck. Voilà, make the retreat great again. C'est le moment, tu étais responsable de cette table ronde, c'est le moment de tout donner. Merci Émilie. Non mais effectivement, pour justement éviter de se dire je vais penser à mes vieux jours et à ce moment-là parce que ça peut faire peur. Justement, il faut, à mon avis, en prendre conscience très tôt et se mettre très tôt dans des systèmes où on va réfléchir à comment je peux, à titre personnel, essayer de capitaliser en plus pour justement être assez serein et être assez tranquille. Je vais donner peut-être un dernier chiffre, mais quand on sait que pour avoir l'équivalent de 1 000 € de revenus de plus une fois à la retraite, il faut à peu près 300 000 € de capital, on se rend compte que anticiper ça et le faire effectivement dès qu'on rentre sur le marché du travail, c'est sans doute le bon moment et ça permet de mettre ça de côté, de le mettre derrière soi et avec des versements programmés sur des produits, en s'intéressant à ces produits évidemment en fonction de son niveau de connaissance et de son intérêt, mais en tout cas de ne pas justement attendre de commencer à être dans ses vieux jours pour y penser, mais d'y penser assez tôt. La retraite, en fait, c'est un peu comme les cosmétiques, si je voulais pousser un petit peu la métaphore. J'ai peur. Donc, en fait, non, mais il faut commencer assez tôt, de manière régulière, et on doit réussir à faire le marketing qui va bien pour se dire qu'à la fin, on aura peut-être cette tête-là ou cette tête-là si on fait attention. Je prendrai un autre exemple que la cosmétique, puisque la cosmétique reste quand même très fake. Je prendrai plutôt l'exemple du sport. C'est-à-dire à 20 ans, quand vous faites du sport, vous préparez votre corps de 30 ans, et à 30 ans, vous préparez votre corps de 40 ans. Donc faites du sport, c'est un bien meilleur exemple, et on n'enrichit pas L'Oréal. Aussi, je voulais vous dire quelque chose, c'est une autre idée. Je pense que peut-être aussi, ce qui serait intéressant d'explorer, c'est changer aussi tout le champ lexical qu'il y a autour de la retraite. Voilà, les vieux jours, la retraite,
on va avoir des loisirs. Voilà, tout ça, franchement, honnêtement, ça ne fait pas vraiment rêver. Et on a peut-être envie d'avoir justement un vocable et un champ lexical qui soit aussi un peu plus sexy. Donc s'il y a des agences de communication dans la salle, peut-être... Voilà, quand on proposera des interfaces digitales, proposer aussi un jargon et des choses qui soient plus sexy et qui fassent peut-être plus rêver les nouvelles générations, c'est-à-dire voilà, enfin, quelque chose qui empower un peu la retraite, empower ton retraité. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser voilà, de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup. Cette table ronde a peut-être changé mes futurs vieux jours, donc merci à tous les 4. J'en profite pour annoncer, sans transition, notre prochaine intervenante, Fanny Parise. C'est une anthropologue. Elle est spécialiste de l'évolution des modes de vie et de consommation. Et surtout, ce qui a attiré notre attention quand on a planché sur cette programmation avec la famille France FinTech, c'est que Fanny, elle réalise en fait une étude en anthropologie du confinement et plus particulièrement ce projet au titre aussi fascinant que mystérieux, Mythologie du futur. Rien à voir avec la retraite, mais un peu quand même. Bienvenue en 2030 dans un futur post-Covid. J'espère que ça sera le cas, parce que sinon on est mal barré. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse accueillir chaleureusement Fanny Parise et je remercie mes 4 invités.